Merci Marie-Pierre. Donc effectivement, on se focalise à l'échelle de l'individu et on va plonger dans cette méthode d'ingérer résiduelle. J'ai associé Pauline Martin de l'équipe G2B à Gabi à cette présentation puisqu'on a travaillé pas mal ensemble sur la question et vous verrez aussi certains de ses résultats. Donc, pourquoi mesurer l'efficience alimentaire ou essayer de l'augmenter? Ben ça, on a déjà eu, euh, Philippe nous a bien expliqué, donc je vais passer assez vite là-dessus. Pour arriver à, si on veut mesurer cette efficience alimentaire et l'augmenter, ben peut-être ça passera par une sélection génétique, certainement, et aussi ça peut passer par une gestion individualisée des animaux. Et là, on parle de l'alimentation de précision, c'est-à-dire ajuster l'apport alimentaire de façon presque individuelle. Mais si on a ces ambitions-là, il faut quand même pouvoir mesurer l'efficience alimentaire. Et donc, il y a des questions de comment mesurer, sur quelle période et avec quelles conséquences de nos choix. Alors là aussi, Philippe avait passé sur les deux grandes classes de définition. Traditionnellement, l'efficience alimentaire, ça a été mesuré via la proportion de l'ingéré qui est valorisée par l'animal. Donc, un ratio souvent de l'énergie dans le produit à l'énergie ingérée. Et de plus en plus, on voit maintenant une autre type d'approche, une autre définition, qui est la différence entre l'ingestion observée d'un animal par rapport à l'ingestion attendue en prenant en compte ses performances. Ce qu'on appelle l'ingéré résiduel ou RFI pour Residual Feed Intake. Et cette approche est beaucoup utilisée et surtout par rapport à la sélection génétique. Donc, c'est quoi cette ingestion résiduelle? Ben, ça sort d'une régression qui est montrée avec le graphique devant vous, qui, sur l'axe horizontal, on a l'ingestion prédite, et sur l'axe vertical, on a l'ingestion observée. Et la ligne, ben, elle est calculée par régression avec une équation, par exemple, comme celle qui est montrée en bleu, où on fait la régression entre l'ingestion observée et des performances comme la production de lait, le poids vif, ainsi de suite. Et tout à droite de cette équation, on a une résiduelle. J'appuie sur le bon bouton. Donc, avec les flèches ici, la flèche montant indique un animal qui a un résiduel positif. Donc, c'est un animal qui a mangé plus, qui a été prédit par rapport à ses performances. Donc, un animal qu'on supposerait être relativement inefficient. La flèche qui va vers le bas indique un animal qui a mangé moins que ce qui a été prédit. Donc, il y avait une prédiction d'à peu près 10 kilos. Il a mangé plutôt vers les 8,5. Donc, c'est un animal qu'on va supposer être plus efficient puisqu'il a atteint une certaine performance avec une ingestion moindre de ce qui était prédit. C'est ces résiduels qui sont le RFI. Il y a des avantages d'utilisation de cette méthode par rapport à la méthode des ratios. Premièrement, c'est parce que, par définition, par construction de l'équation, le RFI est indépendant des prédicteurs inclus dans le modèle. Ça, c'est un avantage pour les stratégies de sélection. Et en plus, on explicitement, dans l'équation, on a les prédicteurs qui finalement reflètent les différentes fonctions biologiques de l'efficience. Par exemple, la production de lait, l'entretien via le poids vif, ainsi de suite. Et il faut dire que ceci n'est pas le cas pour les définitions type ratio. Mais bien sûr, toute méthode a leurs limites. Et les limites de l'utilisation du RFI sont liées au fait que c'est le résiduel. Donc, le résiduel, il peut nous intéresser de façon biologique, mais il contient aussi de l'accumulation de toutes les erreurs de mesure et dans la définition des prédicteurs.
donc la précision de mesure de ces prédicteurs et comment ils sont représentés dans cette équation. Et là, il y a un paradoxe, parce que on peut raffiner notre équation, je vais vous montrer un exemple après, pour contenir plus de prédicteurs, mais si on fait ceci, ce qui va rester dans le résiduel, la proportion qui est juste les erreurs, va prendre de plus en plus de place. C'est-à-dire que la variabilité biologique dans le RFI qui nous intéresse va devenir de plus en plus petit. Donc, il faut trouver quelque part un équilibre entre un RFI qui représente beaucoup de choses biologiques, mais qui est moins précis, et l'inverse. L'exemple de ça est très bien démontré dans cette étude de Richardson et Hurd. Donc, en haut à gauche, vous voyez qu'ils avaient utilisé une équation RFI très simple. Il y a seulement le GMQ et le poids vif métabolique. Et ils ont regardé derrière ce résiduel, ce RFI, qu'est-ce qui expliquait la variabilité entre les animaux avec d'autres mesures qu'ils avaient fait, donc l'activité, la composition corporelle, etc., etc. Et vous voyez le camembert qui décrit ce qui explique la variabilité qui est restée dans le RFI. Ils ont refait avec exactement les mêmes données, utilisant une autre équation RFI, plus élaborée, parce que maintenant, vous voyez, elle contient l'activité, elle contient le NEC. Donc forcément, ces choses-là ne peuvent plus être des explicateurs du résiduel, mais on voit bien que les explicateurs de ce résiduel, les proportions vont changer. Donc, les composantes biologiques du RFI vont dépendre de comment c'est calculé. On va prendre un peu de recul et se poser la question d'où viennent les gains d'efficience. Donc, historiquement, ça a été majoritairement par ce qu'on appelle la dilution du coût d'entretien. Je vais vous expliquer ça après. Et finalement, il y a eu beaucoup moins de progrès sur l'augmentation des efficiences partielles, c'est-à-dire l'efficience digestive ou l'efficience métabolique. Donc, ce petit schéma, et j'espère que vous puissiez le voir clairement, montre en haut l'ingestion. Et une fois que l'animal a ingéré ces aliments, elles vont être digérées. Donc, il y a un apport de nutriments. Et ensuite, une partition de nutriments qui va vers les différentes fonctions vitales. À gauche, j'ai mis le lait. À droite, j'ai mis toutes les autres fonctions qui peuvent être les réserves corporelles, l'entretien, ainsi de suite. Et la dilution de l'entretien, c'est que si on partitionne progressivement plus vers le lait, ben la proportion qui va vers les fonctions dites non productives va diminuer. Et donc, on va avoir un gain d'efficience par ce biais. Mais il y a d'autres éléments qui sont intéressants dans ce petit schéma. Il y a notamment la question de où réside cette efficience. La conversion des aliments en nutriments demande une digestibilité, donc une efficacité digestive. Et après, la conversion des nutriments en produits, ben on est sur l'efficience métabolique. Et on peut se poser la question de quel de ces éléments on aimerait améliorer. Peut-être les deux. Mais ça va dépendre du contexte. Donc, si on prend la photo en bas, les porcelets qui sont dans un environnement bien contrôlé, avec un aliment très riche, ils ont peut-être pas besoin d'avoir une meilleure efficience digestive. Par contre, si on met ces mêmes porcelets dans un environnement très pauvre, avec des nutriments très peu digestibles, ben, l'efficience digestive va être un atout majeur. Tout ça pour dire que l'importance, j'ai zappé une diapo là, on va repartir, que le contexte environnemental de l'élevage est important quand on veut améliorer l'efficience. Ceci a été démontré aussi en vache laitière, dans l'étude que je vous ai déjà présentée, en faisant le calcul de l'RFI pour les vaches en stabulation et voir quelles étaient les composantes qui expliquaient cette RFI. Par exemple, en vert, l'activité explique 10% de la variabilité dans la RFI. Et vous voyez que quand le même calcul est fait sur des vaches au pâturage, donc le camembert à droite,
la partie qui est prise par l'activité est beaucoup plus importante. Donc, les composantes biologiques dépendent des conditions d'élevage. Et il y a un dernier élément à prendre en tête quand on veut améliorer et mesurer les RFI, c'est de quelle variabilité on dispose réellement de cet RFI. Donc, ce tableau qui sera présenté dans une présentation aux 3 heures cette année montre que, en moyenne, on est entre 5 et 10% de coefficient de variation pour le RFI, avec quelques exceptions, notamment des filets, où cette variabilité est à peu près à 3%, puisqu'il y a eu beaucoup de focales sur la précision des mesures, et ceci réduit le résiduel et on s'approche de plus en plus de la partie purement biologique. On a besoin de méthodes qui peuvent nous indiquer quelles sont les composantes de l'efficience qui sont importantes pour justement pouvoir s'adapter à différents systèmes de production. Ce sont des mesures directes qui sont difficiles et coûteuses, donc il faut développer des proxys et il y a des présentations qui vont vous parler de ça. Mais il faut aussi développer la méthode RFI. La version classique, elle fait une pente pour tous. Ici, l'exemple, c'est le coût d'entretien par rapport au poids vif métabolique. Et on peut imaginer d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire apporter une pente pour chaque génotype. Ça a été fait dans le contexte de défilé. Et vous voyez bien que ici, on peut avoir des coûts d'entretien, une pente qui est différente pour différents individus. La façon de faire ça, si on revient sur l'équation RFI, donc focaliser sur le carré orange, la première équation, c'est l'équation classique, et là, on focalise sur le résiduel. Mais si on ajoute sur les pentes, donc le petit a, on ajoute une variabilité pour l'individuel, le grand A, ou sur le poids vif métabolique, c'est le grand B. Là, on sera plus intéressé par ces coefficients et moins par le résiduel. Et vous verrez dans la présentation, les coefficients vont revenir plus tard. Ce qui a été démontré dans le défilé par le travail d'Amélie Fischer, c'est qu'on peut expliquer par cette approche la moitié de la variabilité qu'il y a dans le résiduel. Et ça, c'est une avancée très importante. Après, la question se pose sur la période de mesure. On peut mesurer une efficience à court terme ou à long terme. Typiquement, ce qu'on fait, c'est le plus court possible puisque les mesures sont difficiles et coûteuses. Mais la question, c'est si on mesure sur le court terme et on veut extrapoler au long terme, quel est l'impact? Donc, je reviens sur mon petit schéma où on avait déjà regardé une façon de calculer l'efficience plutôt court terme avec la dilution de l'entretien. Si on pousse de plus en plus de ressources vers la production, donc vers la gauche, forcément, on ferme le robinet qui va vers la droite, vers les réserves corporelles, vers l'entretien. Et on sait très bien que ces deux choses-là sont des valeurs importantes, des fonctions importantes pour le statut sanitaire et pour la reproduction. Donc, on augmente le problème de risque de maladie, de problèmes reproductifs. On va peut-être ranger le bien-être, dégrader la robustesse et la longévité. Et si on dégrade la longévité, ben on impacte l'efficience à long terme, puisqu'on va jouer sur ce qu'on appelle la dilution de la vie non productive. Une vache qui fait une seule lactation, ben, toute sa vie non productive, c'est un grand coût par rapport à ce qu'elle a pu faire en production. Par contre, une vache qui fait 5 lactations, ben, elle a pu diluer beaucoup plus le coût de la partie de sa vie qui était la croissance. Le problème avec cette notion de court terme et long terme, c'est que le temps n'est pas explicite dans les calculs d'efficience. Donc, les questions type « Quels sont les stades de lactation qu'il faut mesurer pour estimer la vraie efficience à long terme ?» ou « Quelles sont les conséquences d'une sélection sur le court terme versus long terme ?» sont difficiles à y répondre. Ce qu'on voulait faire et ce qui a été fait, c'est d'adapter cette méthode RFI
dans un contexte des technologies d'élevage de précision pour justement répondre à ces questions temporelles. On sait très bien aujourd'hui que maintenant on peut mesurer avec précision et fréquence le lait et le poids vif, mais aussi maintenant l'ingestion commence à être à apporter des systèmes commerciaux et également la note d'état corporelle. D'où on peut commencer à regarder des analyses multicritères, des cinétiques de performance. Et là, je viens sur le travail de Pauline Martin, qui a été fait dans le contexte du projet européen GenTOR. Ce qu'ils ont pu faire avec les collègues de Gabi, notamment Vincent Ducrot, c'est regarder les corrélations entre les différentes fonctions tout à travers la lactation, parce qu'on a les données journalières pour toute cette période. Donc, par exemple, en orange, on a les corrélations entre le lait et le poids vif. Mais attention, ce n'est pas les corrélations entre les valeurs totales du lait ou du poids vif, c'est les variabilités individuelles. Donc, si vous regardez en haut à gauche, il y a la petite équation avec le grand A et le grand B. C'est la corrélation entre ces déviations individuelles qui est démontrée dans ce graphique. Et quand on regarde ce graphique, on voit qu'il y a le lait, il y a le poids vif, il y a l'ingestion, il y a les notes d'état corporel, il y a tous les éléments du RFI. Et effectivement, il est possible de remanier cette analyse, d'utiliser les matrices de corrélation pour en déduire directement un RFI. Et c'est ce qui a été fait. Donc là, vous voyez un RFI calculé tous les jours pour chaque animal, les déviations individuelles par rapport à l'RFI moyenne de l'animal. Et on a bien sûr vérifié que ça correspond avec la RFI calculée de méthode classique. Donc, on a des corrélations très favorables. Ce qui nous amène à dire que, avec cette analyse multicritère, on nous libère des problèmes des périodes de mesure fixes, puisqu'on a des mesures tout au long de l'adaptation. On peut évaluer les effets des animaux au niveau de chaque composante. C'est entièrement compatible avec l'évaluation génétique et c'est très prometteur comme méthode, mais il faut des grands jeux de données. J'arrive presque à la fin parce que l'étape suivante serait de faire une modélisation prédictive pour regarder encore plus loin sur le long terme. Ça, c'est le sujet de la présentation d'Olivier Martin. Donc, je ne vais pas en dire plus, sauf de faire un clin d'œil à la publication de Laurence Puyi, qui a déjà commencé à regarder quels sont les impacts des différentes composantes biologiques sur une efficience à l'échelle de la lactation ou de la carrière. Je vais finir par dire que, pour moi, il faut aller vers une efficience durable. Une efficience mesurée sur une période de mesure suffisamment longue pour mettre en évidence les conséquences long terme, c'est-à-dire sur la repose, sur la longévité, etc. Et ainsi s'assurer que cette efficience est durable. C'est possible aujourd'hui parce qu'on a toutes les technologies de mesure automatisées, mais on a développé maintenant des nouvelles méthodes de calcul qui peuvent les prendre en compte. Et, comme vous verrez plus tard, il faut que cette efficience durable incorpore la robustesse et la résilience. Et avec ceci, je vous remercie de votre attention.